Le contrôle orienté de Gervinho, la frappe de Gervinho! Il va retrouver une solution plein axe pour Romaric. Il n'est pas marqué, il tente la frappe lointaine et c'était fait pour le 2-0. Ils marchent, les défenseurs lillois, ils sont complètement déconcertants et Graffité va en profiter pour marquer là aussi son but. Occasion dangereuse à la 31e minute avec ce ballon déposé par James Franchon sur la tête de Marco Bachin pour l'ouverture du score. Des morceaux qu'on va retrouver en réaction avec Taïsuke Matsui est là, admiré. Ce n'est pas fini, la vitesse des morceaux peut faire parler la poudre. Demelo. C'était fulgurant. Pour moi, on était une des 5 meilleures équipes de France avec Garcia. Les Manceaux, comme annoncé, réalisent donc une très belle opération avec déjà une 6e victoire, synonyme pour l'instant d'un parcours de belle facture. Quand on dit qu'on est dans les 50 meilleurs d'Europe, c'est un espoir fou et un peu secret. Après les départs de Demelo, Samassa, Sessegnon, Yebda, Matsui et autres, Bachin, nombreux étaient ceux à prédire une saison difficile. Malheureusement, quand on est au Mans, il faut recommencer à chaque fois de faire des équipes. Et après la saignée de l'été 2008, 3 autres titulaires indiscutables vont quitter le club. Tous les joueurs qui sont partis, ils gagnaient entre 5 et 10 fois plus ailleurs que chez nous. Petite main pour un grand stade. Près de 130 ouvriers travaillent chaque jour sur le site du futur MM Arena. On parlait plus de football, on parlait du stade. Le club n'a pas été assez centré sur son sportif, je pense, à un certain moment. Dans tous les esprits, une question, combien coûtera une descente en Ligue 2? Quand on se fait rembourser les frais de déplacement, puis quand tout d'un coup il n'y a plus le remboursement, on comprend que la situation est quand même assez difficile. Conversion du redressement judiciaire, liquidation judiciaire. En une poignée de minutes, plus de 10 ans de travail réduit à néant. Il n'y a aucune hésitation à avoir, ça va se refaire. Il faudra un président qui s'entend bien avec son entraîneur, une bonne cellule de recrutement, des bons joueurs, et puis ça peut repartir n'importe quand. Daniel Jean Dupeux face aux musistes. Monsieur Jean Dupeux, nous on vous connaît principalement dans votre précieux rôle dans le recrutement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous, quand vous arrivez au Mans, c'est pour remplacer Thierry Goudet en 2004 comme entraîneur. Dans mon histoire, je suis déjà footballeur avec un vécu en Suisse et en France. J'étais sélectionneur aussi de l'équipe suisse relativement jeune, puisque ça m'est arrivé à 35 ans. Et puis, j'ai une carrière d'entraîneur qui a certaines qualités, je pense, pour faire des résultats assez rapidement, mais qui n'a peut-être pas l'endurance pour améliorer les 5-10% qui sont idéaux pour durer, pour faire des résultats continuellement. Je suis plus un sprinter que marathonien. Donc, Et vous venez en tant que sprinter parce que justement, Le Mans en 2004, c'est sa première saison en Ligue 1 et le club est à l'agonie et vous êtes appelé un peu comme pompier de service. Tout à fait, dans une situation comme on est souvent appelé comme entraîneur. Hein. Quand ça va bien, on ne cherche pas d'entraîneur. Hein. C'est surtout quand ça va moins bien. Donc il faut être prêt à relever des challenges, à voir l'équipe différemment, à voir des talents différents, à essayer de modeler ce groupe par rapport à ce qu'on ressent. Et ça a failli marcher, je dirais, puisque sur les 6 derniers matchs, je crois qu'on en gagne 5, si ma mémoire est bonne. Il ne faut pas se fier à ma mémoire, mais ça peut se contrôler. Et à la fin, on avait trouvé une équipe, un style, on avait fait des très très beaux résultats et on avait l'impression d'avoir une belle équipe de Ligue 1, mais trop tard. Mais comment ça se fait que vous venez au Mans parce que vous avez un CV impressionnant et à l'époque, c'est peu commun pour un club comme Le Mans d'attirer un entraîneur comme vous? Disons que moi, je suis presque un régional de l'État, puisque je pars de Caen, où j'ai été éjecté de mon poste parce que j'ai eu des mots avec le président. Donc, je suis le régional et je suis plus un entraîneur créatif qui a besoin de challenges forts plutôt que de garanties. Je n'ai jamais recherché les garanties dans ma vie, donc Le Mans, je suis étonné parce que finalement,
Quand on habite presque une dizaine d'années à Caen, on ne s'arrête jamais au Mans. Enfin, c'est qu'une ville de passage. On passe autour du Mans, souvent, sur l'autoroute, mais jamais je m'étais arrêté au centre du Mans. Et en tout cas, petite anecdote de Daniel Cousin qui m'a raconté ça hier au téléphone. Quand vous êtes arrivé, vous avez offert à chaque joueur un livre. Vous vous en souvenez? L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'était parce que la vie ne s'arrête jamais finalement dans ce livre de Coelho. On a l'impression que quand la situation du héros s'améliore, ça va s'arrêter. Et puis non, il se relance toujours sur autre chose, sur un autre projet. Donc ça me paraissait un moment intéressant pour que les joueurs aussi se projettent sur quelque chose d'autre. Et donc vous arrivez, vous, avec l'ambition d'entraîner Le Mans sur une longue durée ou vraiment pour arriver sur une courte mission, maintien et après advienne ce qui viendra? On est rarement sur des projets à long cours. Quand on est dans ce milieu-là, on sait très bien que je pense avoir toujours su le nombre de matchs qui me restaient avant d'être en danger, d'être licencié, ou je dirais même le nombre de mi-temps qu'il fallait réussir. Si on ratait la première mi-temps, on savait qu'on pouvait être éjecté. Donc on n'a pas vraiment de vision à long terme, personnellement. À ce moment-là, en tout cas, vous ne voyez pas faire 8 années au club, en tout cas. Moi, j'ai pas de projet, j'ai pas plus de projets que ça. Je dirais que la fin plaît beaucoup au président. Et quand on a un bon président qui a une ambition énorme, et on a un président qui croit, qui a un gros engagement, qui est un motivateur hors pair. Et vous sentiez que vous êtes dans un club qui peut vite grandir, quoi. Le projet, il est là, quoi. Est-ce qu'on le sent ? Je pense que oui. Mais il y a un certain moment où le défi est d'envergure. C'est d'essayer de faire un club qui descend, un club de première division pour l'éternité, forcément, même si on sait que ce n'est pas très réaliste. Je pense qu'il y a à la fois de l'utopie, il y a à la fois de l'envie, c'est un challenge d'envergure. Et puis, c'est aussi sûrement mon créneau de travail, puisque j'aime bien travailler avec des gens qui se donnent à 100%. C'est quand même plus facile comme ça. Oui. Donc, malgré la descente en D2, vous restez... En Ligue 2, je reprends l'équipe, mais j'ai jamais entraîné en Ligue 2. Mais bon, ça me fait rien de travailler à un autre niveau. Sauf qu'au bout de 3-4 mois, le président me propose de changer de rôle. Changer de rôle avec mon adjoint, Alain Pascalou, et d'intégrer d'autres rôles. Et puis, étant donné la vie d'entraîneur, cette pression permanente, cette obligation presque de penser au foot 24 heures sur 24, tout le temps, je me dis que c'est peut-être plus facile de faire autre chose, et ça m'intéresse énormément de faire autre chose, parce que je suis plutôt une personne curieuse. Et c'est quoi ce autre chose, du coup, à l'époque? Autre chose, c'est d'essayer de trouver des bons joueurs. Alors, une fois que on parle de certains événements, et on se rend compte qu'il y a des joueurs fabuleux qui sont passés par Le Mans et qui ont été souvent initiés par moi, par mon œil, par l'équipe qui m'entourait, mais surtout parce que je ressentais du foot et de la qualité des joueurs. Pour moi, un joueur, ça devait être un coup de cœur, ça devait être quelque chose qui parlait très très vite. Alors, je dois aussi avouer que j'étais plus à l'aise avec les joueurs offensifs qu'avec les joueurs défensifs. Parce que vous étiez attaquant? Parce que j'étais attaquant, parce que j'aimais un certain panache, parce que
La victoire à tout prix n'a jamais été mon créneau absolu. Et puis, je sentais l'instinct, la créativité, je voyais des choses que probablement d'autres personnes ne voyaient pas. Et puis, on a réussi des très beaux transferts de joueurs qui n'étaient pas forcément connus. Alain Pascalou nous a confié que vous avez apporté votre réseau international. On l'a vu directement peu de temps après votre arrivée, Matsui, Tullio De Melo, Romaric, Baccia notamment. Est-ce que c'est un réseau? Moi, je ne dirais pas que c'était un réseau, parce que je suis trop mal organisé pour avoir un réseau. Un réseau, ça paraît être... ce sont les hasards de la vie. Vous parlez de Melo, un agent m'envoie une cassette ou peut-être un DVD, je ne me souviens plus, peut-être qu'il y avait encore des cassettes à ce moment-là. Je vois De Melo marquer 6-7 buts au Danemark. J'en ai reparlé avec un ex-coéquipier qui s'occupe de Copenhague, qui est le grand club au Danemark, il n'y croyait pas. Et moi, je le vois, je me dis, oh là, il a quand même quelque chose, on l'a fait venir. Je suis désolé de vous couper, oui. On a une petite question de Tullio De Melo pour vous sur ce sujet. Salut Daniel, comment ça va? Ça fait beaucoup plaisir de parler avec toi. Je voudrais savoir une question. À quel moment vous aviez décidé de me prendre pendant mon essai? À quel match vous aviez dit, voilà, ces joueurs-là, on va les prendre? Voilà ma question. Voilà la petite question de Tullio De Melo. Alors, il est venu. Alors, à quel match? Lui, il se souvient de tous les matchs qu'il a joués, sûrement, qu'il a fait des matchs d'essai. Moi, je me souviens de rien du tout. Mais dès que je l'ai vu, pour moi, c'était une recrue. Il était libre. C'était un joueur brésilien qui avait à la fois de la volonté, qui était courageux, qui marquait des buts. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain moment, je me souviens de la discussion que j'ai eue avec Frédéric Hans. Frédéric Hans n'en voulait pas comme première solution. Alors, j'y ai vendu comme deuxième solution, puis qu'on allait continuer à chercher un attaquant. Mais le voyant évoluer, je dirais que la recherche que je faisais d'un attaquant devenait de moins en moins forte parce que je trouvais qu'il avait le niveau de la première division. Enfin, c'était un joueur de première division sur ce qu'il montrait de son état d'esprit, de sa combativité. Et c'était important de faire venir des joueurs étrangers, un japonais, Matsui, un brésilien. Tullio, un Serbe, Baccia. Oui, alors Matsui, c'est encore une autre histoire. C'est un ami entraîneur qui me parle d'un joueur qu'un agent suisse connaît. Alors il me montre, je pense, j'ai reçu une cassette d'un match contre, c'était l'équipe olympique du Japon contre l'équipe olympique du RSS. Et moi, je connaissais beaucoup de joueurs de l'équipe du RSS. Et sur ce match-là, Matsui est haut niveau. Alors, comme Matsui est haut niveau, sur cette cassette, contre les Russes, que je connaissais et que je situais à un niveau quand même assez élevé, oui. Je me dis, il faut faire Matsui. De nouveau, des conditions presque libres. Il coûte rien du tout, c'est un risque qu'on a le droit de prendre. Baccia, c'est un cas absolument dément. Pourquoi? Parce que un agent m'en parle, et à ce moment-là, on a un logiciel avec des rapports sur des gens qui ont vu les matchs de ce joueur-là. Je lis le texte du rapport de l'observateur de Baccia au championnat d'Europe Espoir, je pense. Je me dis, mais c'est pas possible, un joueur comme ça, il n'existe pas.
C'est mon type de défenseur rêvé. Alors, c'est pas le défenseur rêvé de tout le monde. Et par la suite, même s'il est sorti champion de France avec Lille, c'était un super footballeur. Mais quand on sait que quand il était plus jeune, il était 10. Et puis il a reculé. Alors, il a toujours eu un petit peu, de temps en temps, des soucis de contact, dans le duel. Mais il allait très vite, malgré l'impression qu'il laissait, parce qu'il était très grand, on a l'impression qu'il avançait pas. Il était très rapide, c'est un très très bon footballeur. Il n'avait peut-être pas une VO2 max exceptionnelle, ce qui a empêché Baccha de faire une carrière de niveau international, parce que vraiment, il avait tout, peut-être sauf ce déficit athlétique. Mais c'était un joueur fantastique. Donc, je l'ai recruté en lisant un texte. Finalement, on s'était abonné à je ne sais plus quel logiciel où il parlait de Baccha. Ouais, parce que c'est ça le mot à l'époque, on cherche des talents. C'est vraiment que des paris, ces joueurs-là. Dans des championnats un peu mineurs, en plus, la Belgique, le Danemark. C'était les seules opportunités pour le Mans pour avoir des joueurs. Le championnat de France, on pouvait presque oublier. Le top 5 européen. C'est impossible. Alors, c'est forcément des joueurs sur qui on doit prendre un pari. On ne sait pas s'ils vont passer, mais on sait qu'ils ont quelque chose. Malheureusement, quand on est au Mans, il faut recommencer à chaque fois de faire des équipes. Il faut à chaque fois recommencer de refaire des talents. Et puis, malheureusement aussi, je dis un des drames du Mans, c'est qu'on a perdu 2 entraîneurs de suite qui étaient sous contrat. Hans part après la première année, et il est sous contrat pour aller à Sochaux. Garcia part, il était sous contrat, il était après sa première année, parce qu'il y avait des joueurs fantastiques, et il y avait aussi des entraîneurs qui avaient un talent énorme. C'est plus les pertes des entraîneurs que des joueurs qui ont fait du tort au Mans? Ah, pour moi, oui. C'est le président qui est au-dessus de tout, parce que c'est lui qui décide. Ça, c'est sûr. Et je pense qu'il y a eu un très bon président, un président ambitieux au Mans. Même si peut-être qu'il allait trop loin à un certain moment. Après, c'est l'entraîneur. Le club se fait sur le président, sur l'entraîneur. Puis après, sur le recrutement. Mais c'est difficile de recruter pour un entraîneur dont on ne sait pas ce qu'il veut. Parce que quand on voit, moi je vois des joueurs, je recrute un peu pour moi. Oui, mais si l'entraîneur il voit pas le football comme moi, c'est pas forcément les bons joueurs. Alors, à force de répétition d'entraîneur, c'est ça la difficulté du rôle de recruteur, d'aller chercher des bons joueurs. C'est parce qu'on ne sait pas comment va réagir l'entraîneur. On parlait qu'au début, Le Mans faisait des énormes coups, Tullio de Melo, Baccha, Romaric. Enfin, vraiment, on a l'impression que tous les transferts du Mans, ils marchaient à cette époque-là. Et après, ça a été un peu plus délicat. Je pense à Estigarribia, Lama. Est-ce que vous n'avez pas été victime de votre succès à un certain moment vis-à-vis des agents? Est-ce que vous n'avez pas été sollicité par des agents pour vous proposer forcément, il y a de plus en plus d'agents qui sollicitaient, mais Estigarribia est sorti champion d'Italie avec la Juventus. Alors on peut dire il n'est pas resté longtemps, mais c'était un joueur qui avait quand même du talent. Si l'entraîneur qui est là au moment où Estigarribia arrive, il le trouve bon ou il le trouve pas bon, il voit des choses, il voit pas des choses, ça fait toute la relation. Peut-être aussi que le joueur, il y a des joueurs qui s'adaptent très vite et des autres qui s'adaptent moins vite. C'est pas une science exacte. Ouais. Et c'est ça qui intéresse dans le football, ouais. C'est que on sait jamais quoi. Tout d'un coup, on a une équipe. Mais moi, je pense quand même que l'évolution du Mans, j'ai vécu la même chose à Caen. C'est quand les locaux sont partis, quand les Thomas, les Hautecoeur sont partis, Bonnard. Les Bonnard, c'était pas des joueurs au-dessus du lot, mais c'était un état d'esprit. Et tout d'un coup, cet état d'esprit, vous l'avez plus, sans vous en apercevoir. C'est pas flagrant au jour le jour,
Mais avec le recul, avec 10 ans de recul, mais on se dit, mais oui, c'est à ce moment-là. C'est quand les joueurs sont les joueurs locaux qui donnaient cet esprit club, de joueurs, pour ainsi dire, sans avenir pour eux au moment où on les trouve. Ils ne sont pas appelés à un avenir en première division. C'est des joueurs de Ligue 2 qui redescendent en Ligue 2 au moment où je les trouve. Mais c'est les Hautecoeur, les Thomas, les Bonnard, c'est des joueurs qui ont un cœur énorme. Ces pertes-là sont peut-être encore plus préjudiciables que des superstars entre guillemets du moment comme Cessignon, Romaric. Tout à fait. Je pense qu'on peut remplacer les superstars, mais on ne peut pas réintroduire cet état d'esprit, ce courage, cette volonté, cette volonté d'être à ce niveau-là, d'être en Ligue 1, alors qu'ils ont joué tous, je ne sais pas, 2-3 ans en Ligue 2. C'était vraiment l'état d'esprit MUC 72. C'est MUC 72, c'est ça, oui. Et malheureusement, en plus, en 2010, vous êtes encore conseillé et on change de nom et de logo. On passe de MUC 72 à Le Mans FC, on enlève le logo du MUC 72. On a l'impression qu'on perd encore plus cette identité, quoi, et cet esprit-là. Alors, sur le moment, moi, ça me choque pas plus que ça. Ça fait partie de la vie. On se modernise, on change de logo, on change de nom. Même si, pour moi, l'histoire est chargée de beaucoup d'histoires, de personnes qui vous êtes des mucistes. Oui. Oui, vous êtes des mucistes. Mais on a envie de l'histoire du MUC. Parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un passé derrière. Le Mans FC, c'est marketing. C'est un beau logo, un plus beau logo. Faut dire que le logo du MUC n'était pas spécialement joli à cette époque-là, mais c'est pas important. Pour moi, on veut faire dans le clinquant où il y a un club qui existe, qui a des valeurs profondes, qui a de l'humilité, qui a une histoire. Le top 50 européen, vous y aviez cru, ça, ces phrases-là d'Henri Le Gardet à l'époque? On a peut-être mal utilisé ces termes-là, quoi. Quand on dit qu'on est dans les 50 meilleurs d'Europe, c'est un espoir fou et un peu secret. C'est peut-être pas un mode de communication. Parce que si on pense qu'on doit être dans les 50 meilleurs, je pense que ça nous pousse à faire des erreurs en manque d'humilité. C'est quand même souvent les gens qui sont humbles qui réussissent. Il y a beaucoup de joueurs qui nous ont dit quand même que, de Tullio De Melo, je pense à lui, Jean Calvé aussi, qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, que Le Mans, c'était vraiment une équipe qui aurait pu jouer la Coupe d'Europe à cette époque-là, quoi. Ah mais l'année où Rudi Garcia est entraîneur, je pense qu'on doit être dans les 5 premiers à 8-10 matchs de la fin. Hein. Et tout d'un coup, on ne fait plus de résultats, on ne sait pas pourquoi. Il y a cette demi-finale face à Lens quand même, qui casse la dynamique de fin de saison. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Moi, je pense que peut-être, mais ça, on n'en sait rien du tout, hein. J'en ai jamais parlé. On a un entraîneur qui part à la fin de la saison. Il le sait depuis quand? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? J'en sais rien. Mais pour avoir été entraîneur, je sais que si on n'est pas impliqué à 100%, 99%, ça ne suffit pas. Hein. On ne peut pas être à 98%, on ne peut pas avoir, pour moi en tant que tel. Hein. Est-ce que l'arrivée du nouveau stade aussi, elle n'a pas défocalisé un peu le club sur autre chose que sur le rectangle vert? Tout à fait. On parlait plus de football. On parlait du stade.
On parlait des rentrées d'argent possibles avec le nouveau stade. Le club n'a pas été assez centré sur son sportif, je pense, à un certain moment. Même si je pense que ce stade, c'est une réussite, c'est un vrai bijou, que les gens du Mans, qui peut-être aujourd'hui pestent un peu pour une ligue, une équipe de nationale, avoir un beau stade comme ça, sur 50 ans, c'était un investissement indispensable. On ne pouvait pas continuer à boler. Il y a le tournant aussi, quand on descend en Ligue 2, le tournant il est peut-être quand on termine 4e. La bascule elle se fait peut-être là aussi. On ne monte pas en Ligue 1 en jouant contre le dernier qui descend, et on mène avec 2 buts d'écart à la mi-temps. Oui. Et on sort Thorsten Hellstedt qui a mis un doublé. Après, je ne jette la pierre à personne, hein, c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais alors, c'est un tournant. Il y a un moment où je pense que quand on est entraîneur, on est responsable. Et quand on perd, pour moi, en ayant mené, moi je comprends qu'on puisse perdre contre le dernier si on est mené 2-0. J'ai plus de peine à comprendre qu'on puisse perdre le match quand on mène 2-0. L'impression que vous l'avez encore en travers de la gorge ce match-là un petit peu. Ce match-là, oui. Ce match-là, oui. Parce que vous, votre histoire avec Le Mans aurait pu durer encore plus longtemps. Oui, mais elle est finie et c'est... Elle se finit en 2012, 2 années avant la descente en enfer. Vous avez compris un peu que Le Mans était en danger à ce moment-là quand vous partez? Ah, rien du tout, non. Bon, on le sent un moment. Quand on se fait rembourser les frais de déplacement, puis quand tout d'un coup il n'y a plus le remboursement, on comprend que la situation est quand même assez difficile. Après, moi j'ai une admiration sans borne pour le Garda qui a l'air de vivre tous ces événements-là sereinement. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de sentiment de... On est foutu. Après, moi je pense qu'aussi la qualité du coach est quand même... C'est ce qui a manqué au moins ces dernières années, entre Duarte, Bertucci, Zanco, Cormier, il y a eu énormément de coachs différents. Alors moi, le coach qui remplace le coach, on fait des fois avec ce qu'on a sous la main. Vous aussi, vous avez même fait une autre pige encore. Oui, ce qui était une erreur fondamentale, puisque comme on a réussi à se sauver, par contre, j'ai plus du tout fait du recrutement. Et le recrutement de l'année d'après était calamiteux. C'était lors de la saison 2008-2009, il me semble. Si vous le dites, vous devez avoir raison. Ouais. Et après, effectivement, le mercato est... C'est pas un bon mercato, c'est pas... on avait l'habitude de découvrir des phénomènes. Il me semble que lors de la dernière année de Ligue 1, oui, ouais, moi sans jeter la pierre, mais c'est vrai que c'est Didier Ovono, Idir Wali, Moussa Nari, des joueurs qui n'ont pas réussi à exploser en Ligue 1. Qui n'ont pas explosé. Alors... Est-ce qu'il y avait de la qualité? Je pense qu'il y avait moins de qualité. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, j'en ai faites. Mais je regrette que notre cellule de recrutement, qui s'est étoffée quand même au fil des années, nous ait fait rater, entre guillemets, parce qu'on n'a pas fait de proposition. Donc on ne sait pas s'il serait venu chez nous. Mais quand vous alliez voir les matchs à Tours, c'était juste à côté. Il y a eu, oui, Olivier Giroud. Ça c'est sûr, je l'ai vu, je suis revenu, je trouvais qu'il était bien. Ben, on a raté un joueur comme... On n'y a pas fait de proposition. Mais qu'il soit allé à Montpellier, c'est pas de souci. Je dis, on est Le Mans. Mais on n'y a pas fait de proposition. On ne l'a pas vu. Alors qu'il y a pas mal de gens qui habitaient à Tours, du côté de Tours, qui allaient voir les matchs à Tours. Après, Koscielny, on n'y a pas fait de proposition. Et... Benassia? Oui, Mehdi Benassia, défenseur. Mehdi Benassia, qui a joué au Bayern et en Italie à la Juventus. À la Juventus. Moi, je l'ai vu et on n'a pas fait de proposition. Enfin, un club qui ne fait pas de proposition à des joueurs comme ça,
il mérite de se casser la gueule. Non, j'exagère à peine, mais c'est une faute professionnelle. Et pour moi, c'est le regret que j'ai de cette période-là, c'est que on n'a pas fait ce qu'il fallait pour se maintenir, quoi, indépendamment des moyens qui étaient quand même très limités. Il y a beaucoup de supporters qui se demandent où est-ce qu'il est passé cet argent-là, les 8 millions de Romaric. Pour moi, c'est parti dans l'équipe. Dans l'équipe et dans les salaires de certains joueurs. Il y a un moment où... Des joueurs qui ont gagné beaucoup trop par rapport au Mans. Au Mans, on ne peut pas... Par exemple. C'était un peu la folie des grandeurs, on s'est vu peut-être un peu trop beau, trop grand, trop vite. On réussit tout très vite. Ouais, quoi. Très vite. Donc il n'y a qu'à bim, 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 on jongle, quoi. Parce que c'est vrai que c'était une ascension fulgurante. C'était fulgurant. Pour moi, on était une des 5 meilleures équipes de France avec Garcia. Ouais. Mais on est vendu déjà graffité. C'était déjà la fuite des bons joueurs. Et on ne pouvait pas les retenir. Graffité est venu me voir dans mon bureau 3 fois, 4 fois. Moi, je lui ai dit que dans ma carrière, j'aurais pu partir à Bordeaux jouer et que je ne suis pas parti, qu'on m'a gardé 2 ans, puis j'ai gagné des titres à ce moment-là. J'ai essayé d'argumenter, mais c'est difficile. Il gagnait 4-5 fois plus que chez nous. Et après la saison Garcia, tous les joueurs qui sont partis, ils gagnaient entre 5 et 10 fois plus ailleurs que chez nous. Mais ceux qu'on a gardés, ils gagnaient aussi 4 à 5 fois plus. Donc l'argent est parti là, c'était pas... Donc au final, est-ce qu'on peut vraiment avoir des regrets, dans le sens où Le Mans, ça reste quand même une ville moyenne? Est-ce qu'on pouvait vraiment aller plus haut quand même? Et il aurait fallu le faire plus lentement, sûrement. Mais c'est le contraire de ce qu'apportait le président. Le président avait de l'ambition. Et c'est pour ça que le club est monté en Ligue 1. Il avait le culot, il était capable de qui tout double. Est-ce que vous aviez perdu de l'influence auprès de lui au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que Le Mans montait aussi? Oui, aussi, mais par ma faute. Hein. Pas que... Oui. À un moment, on cherchait des solutions ailleurs. Monsieur Moulin est venu et je ne sais pas si j'avais le droit de rentrer dans le vestiaire. Donc, on devenait de plus en plus collégiaux, mais je pense que ce n'était pas forcément une bonne idée. Parce que quand on a parlé de toutes les recrues qui sont venues, de joueurs inconnus, ça portait souvent ma marque. Et pour terminer, avec le recul, est-ce que ces 5 saisons en Ligue 1 sont une anomalie pour une ville comme Le Mans et un club comme Le Mans, où c'est possible pour Le Mans de retrouver un jour l'élite? Ah, moi je pense que ça va. Alors il n'y a aucune hésitation à avoir, ça va se refaire. Il faudra un président qui s'entend bien avec son entraîneur, une bonne cellule de recrutement, des bons joueurs, et puis ça peut repartir n'importe quand. On n'est pas loin de l'élite. Moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport au Mans. Même si beaucoup de personnes pensent que, forcément, avec le stade qu'il y a, c'est pas un club de national. C'est un club, pour moi, entre la 2e division et la 1re division. Mais comme 10-15 clubs en France. Mais bien sûr, quand on est au Mans, il n'y a que le Mans qui existe. Mais autrement, on est toujours le petit club de quelqu'un. Et en France, Le Mans sera toujours le petit club d'au moins 10 autres clubs. Merci, monsieur Jean Dupeux.